Le thème qui va nous rassembler ce soir, et pour un vendredi soir, c'est un thème qui, j'espère, va vous nourrir et vous inspirer. Nous allons parler de gouvernance partagée et d'un retour d'expérience de Laura Merlin en la personne de Patrice Pérez. Donc, je vais juste me présenter avant de lui passer la parole. Donc, je suis Audrey Saget, de la société Infusio. Je suis cofondatrice de cette entreprise qui a comme cœur de métier d'accompagner les transformations organisationnelles. Donc, on travaille sur la culture des entreprises, sur les modes de management, mais aussi sur les modèles de gouvernance. Et notre parti pris, c'est de miser un maximum sur l'autonomie, encourager, développer l'autonomie des collaborateurs dans l'organisation, de l'ensemble des décideurs, tous ensemble, collectivement, et y compris d'avoir une logique très coopérative avec leurs parties prenantes. Et nous sommes notre propre laboratoire d'expérimentation, donc nous nous appliquons à nous-mêmes ce que nous prenons, et nous sommes aujourd'hui 17 chez Infusio, et nous avons un modèle de gouvernance partagée, dont nous ne parlerons pas ce soir, parce qu'on a choisi de passer la parole à une entreprise bien plus grande que nous, et qui peut-être du coup, vous pourrez entendre que si ça marche chez eux, ça peut marcher ailleurs. Et donc, Patrice, je te laisse te présenter. Qui es-tu ? Merci Audrey, bonjour. Patrice Pérez, je suis directeur régional chez Laura Merlin pendant encore 3 jours. Et après, je vais passer leader RH opérationnel dans cette même entreprise chez Laura Merlin pour toute la France. Et donc la région dont je m'occupe, c'est tout le sud-est, avec à peu près 2500 collaborateurs. Et ça fait une vingtaine d'années que je suis dans cette entreprise. Et Laura Merlin, aujourd'hui, je crois que c'est plus de 20 000 collaborateurs au total au national, non ? C'est même 25 000 collaborateurs en France. Et si on prend ce qu'on appelle la plateforme avec les entreprises cousines, on va dire ça, telles que Weldom, Cavan, mais j'en parlerai après, on est à peu près 27 000. Oui, donc c'est quand même un bel écosystème d'entreprises et d'humains. Et justement, vous êtes leader du marché du bricolage, ça c'est parce qu'on est bien chez vous, on y revient, mais vous êtes aussi cette année la marque préférée des Français. Probablement que l'année qui vient de s'écouler et le fait qu'on a passé beaucoup de temps chez nous vous a un peu aidé, mais aussi peut-être que la façon dont vous fonctionnez vous a permis aussi d'être hyper résilient dans cette année chaotique qui a été celle du Covid-19 et qui n'est pas finie. Et justement, l'idée c'est aussi de comprendre ça avec toi, de pouvoir en parler, de pouvoir explorer finalement le lien entre modèle de gouvernance et puis, osons le dire, performance de l'entreprise, parce que avoir des modèles de gouvernance alternatifs, plus innovants, plus vivants aussi, ça contribue à créer la performance durable, et finalement peut-être envisager que la performance est l'heureuse conséquence de quelque chose d'autre, et qui est surtout d'une dynamique humaine. Je vais faire un petit signe à ma chère modératrice Hélène pour savoir si tu peux nous mettre du coup le document en plein écran. Je vais vous embarquer pendant quelques minutes avec moi sur une première partie. Avant de parler du cas Laura Merlin, on avait envie de vous partager quelques-unes de nos convictions et de nos observations sur les modèles de gouvernance alternatifs. Et voilà, et je voulais vous proposer de prendre ce premier pas, et puis ensuite on pourra échanger avec Patrice. Et Patrice, si tu as envie de m'interrompre dans cette présentation, sens-toi libre. J'ai confiance en toi là-dessus pour t'autoriser à le faire. Alors, la gouvernance, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est peut-être intéressant aussi de se dire que finalement, la gouvernance, ce n'est ni plus ni moins, et en même temps, c'est beaucoup la façon dont on se partage et dont on exerce le pouvoir. Et le pouvoir, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si simple que ça à partager, et qui est peut-être pas si simple que ça à exercer dans un contexte où on a envie de lui donner une toute autre dimension. Alors, la page suivante, Hélène, s'il te plaît. Avant de parler du cas Laura Merlin, j'avais envie de revisiter avec vous finalement ce qu'on appelle gouvernance et quelle forme ont pris les modèles de gouvernance à travers l'histoire de l'humanité. Parce que finalement, à travers les millénaires, l'être humain a été capable de développer plein de façons de s'organiser, de coopérer. Et la première façon que j'avais envie de revisiter avec vous, c'est finalement celle du cercle, puisque assez géométrique. Le cercle, ça correspond un peu à la période nomade, finalement, dans ce moment-là où les hommes étaient encore très nomades, où l'humanité plutôt que les hommes étaient encore, et les êtres humains étaient encore très nomades, le cercle était la mère un peu de toutes les formes d'organisation. On se réunissait
autour du feu, puisque finalement c'est la découverte du feu qui a permis à l'homme de se retrouver autour du cercle, et ça a été la première forme d'organisation humaine. Et c'était un espace, et c'est toujours un espace, parce que finalement on a encore finalement des façons de se réunir en cercle aujourd'hui, que ce soit dans notre vie personnelle, cercle familial d'ailleurs, dit-on, ou dans les organisations. Le cercle, c'est l'espace où on se raconte des histoires, c'est l'espace où on réfléchit ensemble, c'est l'espace où on se rassemble et on est bien ensemble. Finalement, ce qu'on met au cœur du cercle, d'ailleurs, c'est le feu, mais peut-être qu'on pourrait se dire aussi que le feu, c'est ce qui nous rassemble. Et qu'est-ce qui nous rassemble et qu'est-ce qu'on essaie de créer ensemble? Donc la première forme d'organisation pour l'être humain, ça a été cette forme de cercle où chacun était assis autour du cercle. Et puis si vous allez d'ailleurs au musée du Quai Branly, vous verrez, il y a tout un exposé sur les populations nomades et les Indiens d'Amérique qui se rassemblaient au cercle dans le tipi. C'est pas pour rien que le tipi était circulaire. Et finalement, il y avait, même dans ce cercle-là, une forme de hiérarchie circulaire où le chef était assis parmi les autres. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs primus inter pares. Il n'y avait pas de jeu de pouvoir. Chacun était rassemblé autour du feu. Il y a une deuxième forme, en fait, aussi d'organisation que l'être humain a développée. Les populations se sont sédentarisées et puis on s'est installé. On a développé le modèle d'agriculture et puis on a vu apparaître finalement cette forme qu'on connaît finalement encore pas mal aujourd'hui, peut-être plus que celle du cercle, qui est ce triangle hiérarchique dans laquelle les communautés du coup ont grandi. On a vu apparaître les classes, le clergé est apparu pour mettre en place quelques rituels, les armées aussi, les soldats ont émergé pour amener la sécurité aussi des populations. Et dans ce niveau d'organisation pyramidale, comme ça, en forme de triangle, les hiérarchies étaient organisées en niveaux. Et finalement, une personne ou un groupe de personnes avait et a encore du pouvoir sur les autres. Donc le système pyramidal existe encore aujourd'hui dans nos organisations, on le sait. Il a aussi son utilité parce que finalement, c'est un système qui était et qui est toujours utile pour l'action, qui est utile pour faire en sorte que les choses se fassent rapidement, sans trop se poser de questions. Et finalement, c'est des modèles assez directifs dans lesquels on est peut-être aussi souvent dans un mode de fonctionnement assez automatique. Mais finalement, voilà, encore une fois, ce modèle triangulaire, pyramidal dont on parle beaucoup d'inverser la pyramide dans l'organisation. Mais voilà, le triangle, les hiérarchies ont eu et existent encore et ont eu leur raison d'être. Mais finalement, dans ce système d'organisation, autant dans le cercle, ce qui nous rassemblait était au cœur du cercle, autant là, dans le système pyramidal, le sens, l'intention et la raison d'être est un peu en haut de la hiérarchie et pas forcément partagé par tous. Petit à petit, notre société évolue, arrive finalement le modèle plutôt rectangulaire, là, qui est avec la bureaucratie, avec des hiérarchies qui ont besoin de gérer un peu plus de complications, pour ne pas parler de complexité. Et donc finalement, on crée ce système-là comme ça, avec de l'horizontalité dans la pyramide, on crée un peu plus de niveaux d'interaction, ça permet de gérer un peu plus de complexité, mais pas non plus une complexité croissante. Et finalement, on arrive à faire dans le système du râteau, là, comme ça, et de la bureaucratie, peut-être plus de choses ensemble, mais pas de façon plus agile. Et donc, très vite, on a vu que ces systèmes-là, comme ça, bureaucratiques et comme ça, en râteau, étaient plutôt et sont toujours très très bons quand on est dans la stabilité, quand on essaie d'optimiser l'existant, quand on est dans le statu quo en fait. Et donc la bureaucratie et le statu quo, et je ne ferai pas de commentaires sur le lien entre les deux, cohabitent très bien. Voilà, mais ça c'est l'ère industrielle, ça a eu et ça a toujours peut-être sa raison d'être à certains endroits, mais les organisations continuent et vont continuer d'évoluer. Et puis on arrive à un quatrième modèle qui est celui, alors je pense que le symbole aussi parle un peu de lui-même, qui est le symbole des réseaux, des communautés. La complexité a grandi, a grossi, il a fallu être beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide, s'organiser en grappes, et en grappes de personnes où l'individu finalement a sa raison d'être, a son intention, a son purpose, comme on dit en anglais, et finalement c'est ce sujet-là qui permet aux personnes de se rassembler autour d'une thématique et d'un enjeu qui part de l'individu, et le collectif se crée autour d'un noyau d'individus. L'intérêt des modes de fonctionnement en réseau, déjà, c'est qu'un réseau, c'est une somme de cercles, finalement. Il peut y aussi avoir des grappes et des réseaux de triangles, en fait, de systèmes aussi qui sont hiérarchiques, et on fait cohabiter à la fois
le modèle pyramidal et le modèle circulaire ensemble. Et l'ensemble des réseaux sont connectés. Donc voilà, ces modes de fonctionnement-là, une fois que le réseau d'ailleurs a résolu son problème ou traité son sujet, le réseau disparaît. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'ensemble de ces modèles aujourd'hui on peut se questionner sur finalement, est-ce qu'aujourd'hui, et je vous invite d'ailleurs peut-être à vous questionner sur est-ce que vous, dans votre organisation, le mode de fonctionnement qui est le vôtre est adapté au contexte dans lequel vous êtes, est adapté aux personnes que vous êtes, et est-ce qu'il n'y a pas une évolution nécessaire du mode de fonctionnement dans votre propre organisation? Est-ce qu'il n'y a pas aussi intérêt à conjuguer différents modèles? Et finalement, de quoi a-t-on besoin demain pour vraiment réinventer la société? Voilà, alors, on peut passer à la suite. Pourquoi passer à autre chose et réinventer une société? Autant vous dire que cette page-là existait il y a 1 an, je l'avais déjà posée, mais je crois qu'elle a pris sur l'année qui vient s'écouler du Covid une autre dimension. Comment est-ce que nous, dans les organisations, on peut naviguer entre l'ordre et le chaos? Sauf que quand le chaos devient majeur, magistral, et qui peut être même carrément destructeur, on essaie de remettre de l'ordre, et puis quand il y a trop d'ordre, on essaie de remettre un peu de chaos. Et finalement, tout l'enjeu des organisations de demain, c'est de savoir trouver la ligne bleue au milieu entre l'ordre et le chaos, de savoir conjuguer à la fois cette notion de chaos et de basculement, d'instabilité et d'ordre, mais aussi de faire conjuguer et se rapprocher l'individu et le collectif, de faire aussi conjuguer et se rapprocher le rationnel et l'intuitif. Et on voit aussi dans l'année qui s'est écoulée que beaucoup de décisions ont été prises dans des systèmes. Et est-ce qu'on peut adhérer ou pas à ces décisions quand finalement beaucoup de choses ne sont pas toujours rationnelles et qu'il faut agir dans l'incertitude, dans une incertitude qui est grandissante. Donc comment est-ce qu'on avance dans ce chaos? En tout cas, ce qui nous paraît important, et du coup, on a une citation que moi j'aime beaucoup. Albert Einstein disait, de toute façon, il faut toujours une citation d'Albert Einstein dans une présentation. On ne peut pas résoudre des problèmes en utilisant les mêmes façons de penser que nous avions en les créant. Voilà, donc les organisations aujourd'hui sont le premier levier de transformation de la société avec un grand S, c'est en tout cas ma conviction. Les entreprises le sont, et quand je dis les organisations, c'est que j'inclus aussi tout le système public, les administrations, les établissements publics, les EPIC. Je pense que toutes les organisations aujourd'hui, qui sont toutes des employeurs et des employeuses, ont un rôle à jouer pour à la fois créer des espaces de travail et d'épanouissement pour l'ensemble des personnes qui y travaillent, qui y contribuent, qui sont actives dedans, mais aussi pour créer de la valeur différemment, en ayant une conscience qu'elles ont un rôle à jouer dans la société, qu'elles ont un rôle à jouer sur la planète, et que finalement, ça commence aussi par un système de gouvernance qui peut être beaucoup plus vivant, beaucoup plus organique que ce qu'on a su faire jusqu'à présent. Donc, comment réinventer et penser différemment notre façon de faire vivre et décider et d'organiser nos entreprises? Voilà quelques exemples, et on peut regarder ça ensemble. Donc, vers un changement de paradigme organisationnel, je l'ai déjà dit, on peut passer à la suite. Quelques principes communs aux nouvelles gouvernances qu'on voit émerger, puis je vais vous en montrer quelques-unes après. Vous avez probablement et sûrement entendu parler de l'entreprise à mission, dont la naissance d'ailleurs vient de la loi Pacte qui a été quand même conçue, modélisée dans les locaux de Bercy. Entreprise à mission, avoir une mission d'entreprise, c'est vrai qu'aujourd'hui ça devient nécessaire de se donner une utilité qui dépasse la propre raison d'être, la propre fonction au sens productif de l'entreprise, quelque chose qui nous dépasse et qui est utile au monde et pas juste à nous-mêmes en tant qu'entreprise. Donc avoir une mission, et on voit que les entreprises qui savent adopter des nouveaux modèles de gouvernance en général ont une mission ou sont sur le chemin en tout cas de s'en donner une. Le deuxième principe clé d'un modèle de gouvernance alternative, c'est d'avoir distribué le pouvoir. Je vais tout de suite faire un petit clin d'œil à Patrice, où je sais que chez Leroy Merlin, vous avez une phrase que j'aime beaucoup et qui dit, je te passe la parole, mais qui dit partage. Tu es libre de faire ce que tu veux à partir du moment où c'est utile à toi, aux autres et au monde. Ouais, voilà. Et donc, je trouve que cette phrase qu'on avait mise d'ailleurs dans l'invitation à cette conférence illustre à combien le pouvoir est distribué chez Leroy Merlin et les leaderships sont naturels aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a, je crois, dans tout l'écosystème Leroy Merlin, mais même Mullier, vous dites souvent que vous partagez le savoir, le pouvoir, l'avoir et le vouloir. Et ce que j'aime beaucoup dans votre entreprise, c'est que ce n'est pas juste une déclaration d'intention,
vous le faites vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça que vous en parlez peu. C'est parce que vous le faites. Avec une dimension supplémentaire, c'est qu'on partage l'être, dans le sens où on permet à chacun d'être soi-même lorsqu'il est chez nous. Et c'est, on pense, une singularité de l'entreprise de permettre à chacun d'être soi-même. Et donc, c'est une dimension du partage qui est encore supérieure avec le partage de l'être. Eh ben c'est clairement du coup ce qu'on mettait comme conclusion. Et finalement, tout ça, ça crée quoi? C'est un système vivant. Et je pense qu'un des enjeux, c'est de remettre du vivant dans les organisations. C'est d'avoir, quand on parle de gouvernance alternative, je pense qu'il faut penser organique. Et que finalement, les lois du vivant ont toutes leur raison d'être dans les entreprises. Malheureusement, on les avait un peu mises de côté. Alors, quelques exemples de gouvernance alternative. On ne va pas rentrer dans le détail parce que l'idée, c'était aussi de donner la parole à Patrice. Il y a des systèmes et des modèles de gouvernance avec des équipes autogérées. Un cas très connu, c'est l'entreprise Favi en France. Il y a un livre qui a été écrit, je pense qu'il y en a peut-être certains parmi vous qui le connaissent, qui dit, d'ailleurs, le titre, c'est Favi, l'entreprise qui croit que l'homme est bon. Voilà, alors donc aujourd'hui on dirait que l'être humain est bon parce qu'il faut quand même être inclusif, mais en tout cas l'homme avec un grand H. Buurtzorg, dont on a beaucoup parlé dans Reinventing Our Organization de Frédéric Laloux, en tout cas Frédéric expose le cas, et puis aussi l'entreprise Gore qui produit les vêtements textiles de sport Gore-Tex, mais avec la fibre Gore-Tex, mais qui fait bien plus que ça et dont la capacité d'innovation n'est plus à prouver et qui est une entreprise qui a quand même été créée dans les années 50 ou 60, il me semble. Donc voilà, ça montre aussi que ce sont des modèles qui durent. Des réseaux de contrats individuels avec Morningstar, qui est une entreprise américaine, dont parle aussi Frédéric Laloux dans son ouvrage Reinventing Organization. Donc je vous inviterai aussi à aller le consulter si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, il y a des modes cellulaires, en tout cas, nous, on les appelle comme ça chez Infusio. On aime bien la notion de cellule parce que, justement, on pense à cellule au sens vivant, hein, une cellule qui évolue, qui grandit, qui utilise les lois du vivant pour fusionner, défusionner, cloisonner ou pas, et puis surtout s'adapter à l'environnement, le contexte dans lequel elle est. Et donc, nous, on met dans le mode cellulaire différentes inspirations, l'adocratie, dont on parle pas mal en ce moment, et il y a un cas d'entreprise qui est l'entreprise CINT, qui est une entreprise brésilienne que je vous invite à découvrir. Il y a aussi Hire, que vous connaissez sûrement, qui est une entreprise chinoise qui fonctionne avec ce modèle-là. Et puis, ADO et Leroy Merlin. Donc, on va pouvoir... voilà. Je crois que j'ai déjà beaucoup parlé et je suis dans mon timing, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors... peut-être le cas Leroy Merlin, Patrice, c'est là que j'ai envie de te passer la parole. Finalement, avant d'arriver à ce mode cellulaire que tu as mis en place, toi, dans ta région, est-ce que tu peux nous dire un mot sur les enjeux qui étaient ceux de Leroy Merlin, qui sont déjà ceux de Leroy Merlin d'ailleurs, et qui vous invitent à toujours repenser vos modes de fonctionnement? Alors, peut-être avant de partager les enjeux, c'est un peu d'histoire pour peut-être illustrer ce dont tu as parlé précédemment sur les différents modèles. L'histoire de Leroy Merlin, peut-être que certains connaissent Leroy Merlin aujourd'hui en leader d'aménagement de la maison. Mais dans l'histoire, en fait, c'est une entreprise qui a été créée il y a à peu près une centaine d'années, en 1923, par Adolphe Leroy et Rose Merlin. Suite à la guerre, c'était un stock américain. Et donc, en fait, c'était une entreprise familiale. Et cette entreprise-là a plutôt prospéré jusqu'à dans les années 60-70. Et on retrouve, en fait, la notion de tribu. Hein. Il n'y avait pas de tipi à l'époque, mais on avait la maison familiale que tout le monde connaissait. Et c'était vraiment une entreprise familiale et les décisions se prenaient de manière collégiale dans la famille Leroy et Merlin. Et donc, comme dans beaucoup d'entreprises, à un moment, l'entreprise a atteint son asymptote et commençait à décliner, notamment quand il y a eu un passage de génération. Et les enfants, en fait, Leroy ont vendu l'entreprise Leroy Merlin lorsqu'elle était un petit peu en difficulté fin des années 70 à la famille Mullier. Et donc là, on est rentré sur quelque chose d'une entreprise dans laquelle il fallait un peu reconstruire cette entreprise-là, un peu directif, parce qu'il y avait pas mal de choses à amener. Et l'idée principale, c'était de se dire le succès d'Auchan était calqué sur l'aménagement de la maison et tous les
tous les bons fonctionnements qu'il pouvait avoir chez Auchan à l'époque, amener le code barre, la carte bleue, système d'encaissement, et en fait toutes les bonnes pratiques de l'hyper adaptées à la maison. Et donc on était dans un système qui était assez, comme tu l'évoquais, assez directif. Et donc ça c'est ce qui a permis de redresser l'entreprise. Et jusque dans les années 90, on était plutôt sur un mode directif. Et après dans les années 90, on a changé de directeur général à l'époque, en 95, un très jeune directeur général qui s'appelait Damien Delplan, qui avait une trentaine d'années et qui était un groupe qui fonctionnait assez bien. Et lui, il s'est dit, il a eu en fait une réflexion assez simple. Il s'est dit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais parier sur l'engagement et l'intelligence de mes collaborateurs. Et à ce moment-là, il a lancé ce qu'on appelle les sessions vision, qu'on vit toujours. Et en fait, il a permis à l'ensemble des collaborateurs, alors à cette époque-là, c'était quelques milliers, je crois que c'était 5000 collaborateurs à l'époque. Et il s'est dit, en fait, vous êtes tous des directeurs généraux. Et là, on retrouve le partage du pouvoir. Et il leur a tout simplement posé la question, comment vous voyez l'entreprise dans 10 ans? Et donc, c'est tous les 10 ans, on refait ce type de session vision. Alors maintenant, t'imagines bien, à 25 000 plus notre écosystème, quand on fait ce type de démarche, c'est toute une mécanique qui prend à peu près 2 ans, mais qui permet à la fois de projeter l'entreprise dans 10 ans, mais surtout ce qui permet, c'est que chaque collaborateur se projette dans son métier et transforme son métier et se projette dans l'entreprise dans 10 ans. Et donc ça, c'était la dimension, on était plus participatif, c'est-à-dire que on avait dans la vision, on avait des grandes lignes dans lesquelles on devait s'inscrire et chaque collaborateur projetait et se projetait 10 ans après. Donc ça a duré à peu près 10-15 ans, jusque dans les années 2010. Et ça nous a permis notamment de passer devant, parce qu'on était plutôt challenger, on était 2e, 3e du marché, on est passé devant dans les années 2000, notamment notre illustre concurrent Castorama. Et dans les années 2000, on est devenu leader du marché en chiffre d'affaires. On est devenu numéro 1. Leader, c'est un autre débat, mais on est devenu au moins numéro 1. Et en fait, début des années 2010, on a vu arriver Amazon et un certain nombre de pure players. Et à ce moment-là, notre directeur général de l'époque, Philippe Zimmermann, s'est dit, on va peut-être passer, qu'est-ce qu'on va faire de ce digital? Et en fait, il s'est dit, le digital, je ne sais pas ce que ça va donner dans notre entreprise, mais au moins, je vais permettre à l'ensemble de mes collaborateurs d'explorer dans son écosystème local ou même un peu plus loin ce qu'est les digital et cette transformation digitale. Et donc, on a fait ce qu'on appelait à ce moment-là les voyages inventés demain, où en fait, on est des petits groupes, des cellules, comme tu l'évoquais, et on allait, on avait un mandat qui était assez simple, on avait une semaine, et on allait n'importe où en Europe, mais on devait ramener un certain nombre de bonnes pratiques et de sujets qu'on devait mettre en œuvre dans l'entreprise. Et ces groupes-là étaient des groupes qui étaient uniquement, il n'y avait rien à voir avec la hiérarchie, il n'y avait rien à voir avec, mais c'était un petit groupe qui se formait en fonction des thématiques et qui souhaitait aborder cette thématique. N'importe qui souhaitait aborder cette thématique dans l'entreprise s'inscrivait dans ce groupe-là. Et donc là, on a basculé sur le collaboratif, où en fait, on a amené un certain nombre de sujets et notamment des sujets qui sont toujours vivants dans l'entreprise et qui nous ont permis de nous développer. Donc ça, c'était en 2010. On était plutôt collaboratif. Et après, ça fait à peu près 3 ans, 4 ans, on s'est dit que dans la dernière vision qu'on a pu avoir, qui s'est terminée à peu près en 2016, on avait plusieurs éléments. C'était un premier élément, l'élément disruptif lié à l'innovation. Un élément où c'était l'exception Leroy Merlin, c'est comment on faisait en sorte que chaque collaborateur vive une expérience collaborateur exceptionnelle. Et une dernière dimension, c'était une dimension habitant, où on souhaitait être l'évidence habitat. Et l'évidence habitat, c'était de trouver non seulement notre métier historique, sur le retail et sur le distributeur, des solutions produits à nos clients, mais des solutions services, mais également des solutions autour de l'habitat et l'innovation autour de l'habitat. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit que pour réussir cette transformation et de l'évidence habitat, il y avait une dimension de plateforme dans laquelle on devait s'inscrire. Et c'est là où, en fait, on a commencé à avoir ce fonctionnement en mode cellulaire. Parce que le fonctionnement plateforme, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est de se dire, nous, historiquement, on est un retailer et on a grandi comme ça et on est vraiment un distributeur. Avec une relation avec notre écosystème qui était plutôt une relation de domination de l'écosystème en disant, on allait racheter, on allait négocier âprement avec les fournisseurs, par exemple, où on s'est dit comment on arrive à faire en sorte que notre écosystème grandisse autour de nous et faire en sorte que dans une plateforme dans laquelle nous, on est au cœur, on a une relation gagnant-gagnant pour permettre à chacun
de grandir. Et donc on s'est dit si on souhaite en fait garder ce leadership et notamment avec les nouveaux concurrents qu'on peut avoir digitaux autour de nous, et vu que on est sur une dynamique commerciale et économique intéressante, ça nous permet de non seulement de nous réorganiser, mais de nous transformer, mais en même temps de nous métamorphoser, parce que on voit bien que une réorganisation ne change pas profondément l'entreprise. Déjà, une transformation, à partir du moment où elle est sur les 3 principes de transformation, qui est collective, progressive et proactive, on arrive quand même déjà à transformer une entreprise. Et donc, on avait dans ma région cet enjeu-là de créer en fait des écosystèmes locaux pour en fait passer d'une conquête client où on était des distributeurs dans des magasins où on arrivait à avoir un bon niveau de satisfaction de nos clients à véritablement une conquête habitant. Une conquête habitant, c'est quoi? C'est d'aller chercher les habitants où ils se trouvent et pas forcément d'attendre qu'ils viennent dans nos magasins. Et c'est vraiment ça ce qu'on a cherché parce qu'on voit bien que aujourd'hui on a 140 magasins en France où globalement on a 80% de la population qui a une demi-heure de nos magasins. Mais qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher les 20% qui sont pas à une demi-heure de nos magasins? Ce qu'on appelle les zones blanches où les pure players sont extrêmement présents et dans lesquels nous on peut avoir des leviers de conquête pour continuer à se développer. Voilà les enjeux qui étaient les nôtres et un petit peu d'histoire qui est maintenant pratiquement centenaire pour l'Ormerlin. Ouais, et merci parce que tu viens de poser aussi pas mal d'éléments, votre à la fois la culture vision que vous avez et que vous entretenez et vous faites ça comme si c'était une évidence, alors qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui font pas forcément une vision à 5 étoiles, c'est-à-dire avec l'ensemble de ses collaborateurs et ses parties prenantes à 25 000 du coup, parce que c'est quand même l'exercice que vous avez fait la dernière fois. Et puis moi, je reste toujours assez bluffée par le livrable que vous avez de votre vision parce que vous avez quand même réussi à formuler quelque chose sur 3 axes avec des choses très concrètes, très pragmatiques. Et j'imagine que ça guide toujours l'action de vos collaborateurs. Peut-être que j'idéalise un peu, mais je fais un petit pas de côté par rapport à une discussion. Est-ce que ça guide l'action de tes collaborateurs, cette vision au quotidien? Ce qui est sûr, c'est que quand tous les 10 ans, on interroge l'intégralité de ses collaborateurs en leur demandant comment ils voient l'entreprise dans 10 ans, on peut pas au quotidien avoir un fonctionnement directif. On a quelque chose d'incohérent et qui parle pas forcément aux collaborateurs. Donc on est forcément dans une cohérence entre ce qu'on peut demander à la vision et on voit bien que quand on parie sur l'intelligence et l'engagement de nos collaborateurs tel que l'avait fait le pari Damien il y a plus de 30 ans, on voit bien que c'est toujours un succès. Et notamment, on voit bien qu'on a un nouveau modèle de leadership qui est autour en fait de tous leaders. Et on s'est dit notre Graal, c'est que chaque collaborateur comprenne la stratégie de l'entreprise. Et donc ça, c'est vraiment dans Vision. Chacun est contributeur de cette stratégie, mais également la comprend. Mais c'est surtout comment il est acteur de cette stratégie et de cette mission qu'on peut avoir. Et ce qui est assez intéressant et ce qu'on voit ce qui est assez puissant dans le fonctionnement en mode cellulaire, et notamment avec ce fonctionnement dans tous leaders, c'est qu'on dit à chaque collaborateur qu'il est acteur de cette stratégie. Et quand on voit sur cette conquête habitant, on voit bien que chaque collaborateur est acteur dans son magasin, mais il est également acteur d'un écosystème dans lequel il se trouve. Après, il choisit en fait l'écosystème. S'il souhaite animer un écosystème de décorateurs d'intérieur parce qu'il y a cette passion-là, ben ça va amener de la valeur habitant et ça va amener de la valeur économique. S'il souhaite être animateur d'un écosystème autour de l'amélioration de l'habitat durable, parce que c'est ses convictions personnelles, on incite en fait le collaborateur à être animateur et au cœur de cet écosystème-là. Et on voit bien qu'on crée en fait comme tu l'évoquais tout à l'heure, des cellules autour. Bah, moi, je m'occupe surtout des magasins aujourd'hui, mais c'est valable. On crée en fait des cellules, des petits groupes. Alors nous, avec nos collaborateurs, qu'est-ce que une cellule? C'est quoi une cellule? En fait, c'est des personnes qui se regroupent autour d'un intérêt commun et sur lequel en fait ils ont une envie de partager. Et maintenant, on a bien entendu des communautés locales qui se font au travers des réseaux sociaux, mais qui se font au travers du physique. On a par exemple des communautés locales qui fonctionnent très bien. C'est sur la seconde vie des produits, où on a dans nos magasins des gens qui viennent réparer des produits, des passionnés de bricolage et des gens qui sont convaincus que l'obsolescence programmée n'est pas une fin en soi et qui partagent en fait sur la réparation de l'électroménager, sur la réparation d'un certain nombre on appelle ça des dépanneries de produits.
et qui, nous, en fait, on met juste à disposition des collaborateurs qui animent ces communautés et puis des lieux sur lesquels ils peuvent se rencontrer et échanger, des lieux physiques ou digitaux. Et donc ça crée énormément d'engagement de la part de nos collaborateurs parce que, bien entendu, on a une mission et ce qu'on appelle des rôles primaires, des rôles premiers qui sont autour de ma mission en tant que collaborateur Leroy Merlin. Et après, on a des rôles secondaires qui sont plus liés à des convictions personnelles dans lesquelles je peux être acteur, facilitateur d'une communauté, d'une cellule ou autre élément j'aurais choisi. Mais toujours en lien avec l'amélioration de l'habitat. Patrice, on a une question de quelqu'un qui peut-être connaît Leroy Merlin parce qu'il nous demande si une cellule, c'est comme une synergie. Mais chez vous, la synergie a une autre notion, je crois. Oui, nous, les synergies, c'est plutôt un élément historique dans lequel, en fait, on réunit en interne des personnes qui ont le même métier et on fait en sorte que cette communauté de personnes qui ont le même métier, mais parfois dans des endroits différents, partagent à la fois sur leurs pratiques et se répartissent en fait un certain nombre de sujets pour pouvoir avoir cette amélioration continue et être au rendez-vous de cette transformation. Donc ça crée des synergies, certes, mais nous l'appellation synergie, c'est plus un partage de bonnes pratiques en fait en interne. Oui, peut-être qu'on peut éclairer du coup pour ceux qui nous écoutent que ce qu'on appellerait nous une cellule, et puis c'était un travail qu'on avait fait avec Patrice, donc peut-être qu'entre ce qu'on a abordé lui et moi à l'époque et ce que c'est devenu, d'ailleurs il y a peut-être eu un cheminement, donc ce serait intéressant que tu me dises si c'est encore ça pour vous. À l'époque on avait défini une cellule comme étant un regroupement de 2 ou plusieurs personnes autour d'un enjeu commun, et que finalement le sujet c'était d'abord l'enjeu. Et l'enjeu est complexe, il est transversal, qu'il soit métier ou humain, c'est un enjeu qui nécessite un travail à plusieurs. Finalement, l'enjeu émerge et les gens sont volontaires pour venir y contribuer. Donc, c'est un peu l'inverse de ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le côté réseau, où j'ai un sujet et finalement, je rassemble des gens autour de moi et du sujet qui m'anime. Là, c'est un enjeu qui émerge, qui n'est pas forcément personnifié encore. Et on se porte volontaire pour contribuer à l'exploration et surtout à la concrétisation de ce sujet-là. Et on est volontaire, quel que soit le niveau hiérarchique et l'expertise. Donc c'est en ça aussi, pour la question de Vincent, que c'est différent d'une synergie, parce que se réunissent dans une cellule des personnes de tout profil, de différents niveaux hiérarchiques et de différents métiers. On avait même aussi, je ne sais pas si tu te souviens Patrice, on avait même dit d'ailleurs qu'on n'a pas besoin d'être expert du sujet pour être dans la cellule en fait. Au contraire, on en veut aussi des candides. Je ne sais pas si c'était toujours pour toi comme ça que fonctionne, est-ce que c'est toujours l'état d'esprit de la cellule? C'est toujours comme ça que ça fonctionne et en fait, là où on a progressé depuis quelques mois, c'est que en fait, pour que ça fonctionne, il faut une culture du partage. On l'a évoqué tout à l'heure. Il faut un système. Ce système-là, c'est une organisation telle que tu l'évoques en petite communauté et ça. Maintenant, avec les teams pizza, tout le monde connaît ça. On sait très bien qu'une cellule, un petit groupe, ça peut pas être plus de 10 personnes. Mais après, ce qui nous manquait à cette époque-là et maintenant, ce qu'on a commencé à faire, c'est de la méthode. Et la méthode, on utilise des méthodes agiles, qui sont extrêmement maintenant pratiquées dans beaucoup d'entreprises. Mais en fait, le fait de former toutes nos équipes aux méthodes agiles nous a donné de la méthode pour avancer et rendre plus efficaces ces cellules, pour faire en sorte que ce soit pas juste des lieux d'échange, mais qu'il y ait derrière du livrable, de l'action et de la valeur créée et de la fierté surtout pour les équipes. On avait clairement souligné qu'une cellule devait passer à l'action, était orientée action, que ce n'était pas un espace juste de réflexion. Vous aviez souligné, d'ailleurs c'est toi qui es le think, build et run, et qu'on ne faisait pas du think dans la cellule, on faisait du think, du build et du run tant qu'à faire. Les trois étaient compatibles. Et ce que je trouve intéressant quand tu parles, j'ai parlé avec certains de tes confrères récemment effectivement sur la formation agile, parce qu'on voit beaucoup d'entreprises se faire former à l'agile comme étant une espèce de solution un peu miracle. Et ce que je trouve intéressant dans votre situation, c'est que vous avez déjà l'état d'esprit, le mindset est là, et finalement l'agile vient outiller. L'agile seul ne transforme pas nécessairement l'état d'esprit et la posture. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Non. S'il n'y a pas un a priori de partage, de générosité, et nous, ça nous a bousculé parce qu'il a fallu changer notre culture, parce qu'on avait une culture encore quand même très liée à la performance individuelle, la performance individuelle, la performance d'une équipe, et avec des structures qui étaient un peu figées. On était aussi managé sur la performance collective, mais la performance collective était autour d'un rayon, autour d'une entité qui était assez fixe. Ce qu'il a fallu changer, c'est... Comment ? C'était un peu le système matriciel qu'on regardait tout à l'heure, quoi. En fait, chacun Exactement. était dans une case et la transversalité n'était pas aussi...
Là où il a fallu changer, c'est de se dire comment on a de la transversalité et comment on s'inscrit dans un tout un peu plus grand. Et c'est ça qu'il a d'abord fallu changer. Et on n'a pas complètement fini, hein, parce que nos organisations hiérarchiques sont toujours des organisations très matricielles. Et aujourd'hui, maintenant, on voit bien que c'est complètement obsolète par rapport à nos besoins. Donc on est et c'est vraiment ce qu'on veut, hein, par exemple sur les magasins, mais bon, 25 000 collaborateurs dans les magasins. On va pas changer d'organisation toutes les 5 minutes. Et là, on est vraiment en réflexion parce que ce qu'on souhaite pas, c'est faire une réorganisation telle que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est faire vraiment une transformation de l'ensemble des magasins et le fonctionnement des magasins. Et pas juste de dire, bah voilà, cette équipe va fonctionner là et de le décider. Et aujourd'hui, il a vraiment fallu changer le mindset des collaborateurs. Et c'est pour ça que on voit bien, hein, ça fonctionne plus ou moins bien l'agile. Quand le mindset n'est pas forcément là, on a beau mettre une méthode et passer beaucoup de temps sur les rituels de l'agile, parce que l'agile est très facile à comprendre, mais à ritualiser, à tenir dans la durée, c'est beaucoup plus dur. Mais si le mindset n'est pas là, de confiance a priori, de générosité, et de dire je me mets au service d'eux, même si ça vient pas servir mes intérêts de mon groupe ou personnel, bah on voit bien que ça réussit pas. Oui, et puis du coup, dans les enjeux que vous traitez dans vos cellules, c'est quand même des enjeux qui sont liés, j'imagine, toujours à… alors moi, je me souviens, vous disiez toujours, ça sert un besoin, un usage habitant et ou collaborateur. Déjà, vous ne parlez pas de client, hein, vous parlez de l'habitant. Je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent ont relevé ça, mais c'est pas le client, c'est l'habitant. C'est quand même un peu plus large. Et puis, et si ça sert le collaborateur, donc vous êtes toujours dans cette symétrie quand même, toujours des attentions, et j'imagine que vous pensez aussi écosystème. Oui, en fait, ce qu'on vise, c'est développer 5 valeurs. C'est un, la valeur habitant, deux, la valeur humaine, la valeur collaborateur, trois, la valeur partenaire. Et ce qu'on faisait pas vraiment avant. C'est-à-dire qu'avant, on se disait bon, mais si nous on gagne et puis que nos partenaires gagnent un peu moins, bon, ben c'est pas mal. Maintenant, dans cette philosophie plus de partage et de plateforme, on se dit il faut que ça développe aussi de la valeur pour nos partenaires. Quand je dis les partenaires, c'est par exemple nos poseurs, nos partenaires qui sont sur le transport livreur, les décorateurs. On a on essaye de monter un écosystème de partenaires, ce qu'on appelle Parlons Maison. Ça peut être des agences immobilières, ça peut être des décorateurs d'intérieur, ça peut être des paysagistes. En fait, c'est tout ce partenaire autour de l'écosystème de la maison qu'on essaie de développer. Donc collaborateurs, habitants, partenaires. Et on essaie de se dire que si ça a une utilité aussi environnementale et sociale, ben, ça permettrait de donner un peu plus de sens à notre job et à notre mission. Et bien entendu, on pense aussi aux 90% de collaborateurs actionnaires. Bon, on a aussi un actionnaire familial, mais si ça développe de la valeur économique, bon, ben, c'est pas mal aussi. Pour la pérennité de l'entreprise, ça peut avoir du sens. Ouais. Et du coup, il y a une question slash commentaire qui va peut-être te faire sourire parce qu'on avait utilisé ce mot-là ensemble il y a quelques temps. C'est finalement tout ce système-là, il est fractal. Oui, oui, parce qu'on voit bien que il y a le côté fractal, ça permet de démultiplier les forces, et on voit bien que tout ce qu'on pouvait avoir comme point de passage qui bloquait un peu le système, en fait, le point de passage hiérarchique, hein, tous ces bottlenecks qu'on pouvait avoir avant et qui ralentissaient le système, ben on voit bien que ce côté fractal, en fait, bien entendu, on a des communautés dans ces communautés, on a des sous-communautés on voit bien que tout ça donne énormément de puissance. Et on voit bien qu'aussi, en termes de création de valeur, sur les éléments de valeur, les 5 valeurs que je vous ai citées précédemment, on voit bien que c'est exponentiel. On voit bien que avant, quand on a un modèle hiérarchique, on a plutôt un modèle de progression des résultats qui est linéaire parce qu'il y a justement ces points de passage obligés qui bloquent un peu le système. Ce côté fractal qui permet de cellule à sous-cellule, ça met un développement de la valeur qui est beaucoup plus exponentiel. Parce qu'on vient solliciter son écosystème, ce fonctionnement en plateforme-là permet de mobiliser beaucoup plus d'énergie que ce qu'on pouvait l'avoir avant avec un modèle matriciel et hiérarchique. Ouais, il nous reste 5 minutes en fait avant la fin de la conférence. Petite question du coup, d'après toi, ça vous apporte quoi, ça a apporté quoi comme bénéfice à Leroy Merlin? Donc on a parlé finalement de cette performance collective que vous arrivez à tenir. Est-ce que tu penses que dans l'année qui vient de s'écouler, vous avez peut-être mieux résisté que d'autres aussi grâce à ça ou pas du tout? Est-ce que j'interprète? Oui, oui, c'est évident.
C'est évident, on a, comme tout le monde, passé une année très compliquée. On a eu la chance d'avoir une utilité assez forte parce que comme les personnes étaient obligées de rester chez elles, il y avait tout un confort et une certaine amélioration de l'habitat qui était au centre et au cœur des préoccupations des Français. Mais on a, comme tout le monde, eu des contraintes énormes. Je peux donner juste un exemple pour illustrer ça. On a été obligé à plusieurs reprises de fermer nos magasins. L'année dernière, quand au premier confinement, on a fermé nos magasins, c'était catastrophique, vraiment catastrophique. Les magasins fermés faisaient à peu près 5% de leur chiffre d'affaires. Cette année, on a eu, lors du troisième confinement, on a été obligé de fermer aussi des magasins. Et on s'est bien aperçu qu'en fonctionnant de cette manière-là, on arrivait à transformer nos magasins beaucoup plus rapidement, notamment sur le click and collect, parce que c'est comme ça qu'on faisait du chiffre quand les magasins étaient fermés. Et on a transformé nos magasins et on a réussi à faire à peu près 10 fois plus magasins fermés que ce qu'on faisait l'année précédente. Mais parce que en fait, on avait cette partie où chaque équipe œuvrait, on se répartissait le boulot et quel que soit le niveau hiérarchique, on avait des contributions dans des équipes. On avait des conseillers de vente, on avait des hôtesses et on a réussi en fait où l'année dernière, on était un peu surpris, on n'était pas vraiment organisé. Maintenant, on arrive du jour au lendemain, malheureusement, quand on ferme un magasin, on arrive à s'organiser et on arrive à conserver un niveau de chiffre d'affaires et d'utilité pour les clients qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait l'année précédente. Et finalement, toi, en tant que patron de région, pour encore 3 jours, dans tout ça, ta posture, tu es plutôt coach. J'utilise le mot parce qu'il y a une question qui est posée autour de ça. Est-ce que tu ne joues que le rôle de coach? Est-ce que tu as un exemple pour nous dire aussi, finalement, pour toi, qu'est-ce que c'est venu toucher, bousculer ou pas? C'est sûr que c'est sûr que le métier historique de directeur régional était un métier dans lequel on était censé diffuser du savoir et de la connaissance pour que les collaborateurs progressent dans leur métier. C'est plus du tout ça, parce que en fait maintenant, moi mon but, c'est de faire en sorte que chacun se transforme personnellement, parce qu'on voit bien que tous les métiers sont bouleversés. Et quand on a plus de fonctionnement hiérarchique, on a plus ce fonctionnement en plateforme et en écosystème, on voit bien que on change de paradigme et de fonctionnement. Et donc moi, mon principal rôle, et c'est peut-être pour ça que demain je vais faire des RH, une transformation RH notamment, c'est que ce qui se joue au cœur, c'est la transformation personnelle. La transformation personnelle sur à la fois son utilité, ses savoir-faire à la fois personnels et ses savoir-faire métiers, on voit bien que tout ça est en train de se transformer à vitesse grand V. Et on voit bien que si chacun est serein dans cette transformation personnelle, on voit bien qu'on arrive à faire une entreprise sereine et quelque part, ça se voit face aux habitants et aux clients. Ouais. Et donc, bon vent. Alors, tu restes dans la région, mais tu changes de poste et tu restes leader, parce que finalement, vous êtes tous leaders chez Leroy Merlin. C'est ça, on est tous leaders. On n'est pas tous managers, mais on est tous leaders. Ok. Et ben, écoute, l'échange touche à sa fin. On a eu quelques questions. J'ai eu une question autour de l'organisation apprenante. Je ne savais pas si ça résonnait pour toi encore aujourd'hui, ce terme-là. Est-ce que ça a fait écho? Est-ce que ça a été évoqué chez Leroy Merlin, la notion d'organisation apprenante? On est plutôt au début parce qu'on voit bien que on est rentré dans des phases comme toutes les entreprises de transformation continue. Et tant mieux, parce qu'on va pas s'ennuyer. Par contre, on est vraiment au début de ça et c'est un enjeu RH très fort de faire en sorte que cette entreprise soit vraiment une entreprise apprenante et que chaque collaborateur ait une automotricité dans son apprentissage et dans son développement. Parce que c'est ce qui fera le succès de chacun et qui continuera à avoir d'utilité pour chacun. Et juste un dernier mot, tu as dit on ne se transforme pas, là, tu as dit c'est une mutation, une évolution, tu as utilisé un terme. Une métamorphose. Une métamorphose. Donc tout ça est quand même très vivant. On peut être donc dans un distributeur, dans le retailer, comme on dit, dans le métier du bricolage et être complètement ancré dans les notions de vivant. Je sais aussi que vous réfléchissez beaucoup à votre impact et à l'impact positif que vous avez sur le monde. Ça aussi, il reste 1 minute. Disons que ce qu'on essaie de faire, c'est de voir comment on veut être une entreprise plateforme. On se dit sur les 5 notions de valeur qu'on souhaite développer, l'habitant, le collaborateur, les partenaires, sociétal et économique, on essaie de mesurer quel est le niveau d'impact et on essaie d'être le niveau d'impact le plus positif qu'on peut avoir et notamment le niveau de confiance quand on parle de personnes dans cet écosystème et dans cette plateforme. Et on commence à mesurer ce qu'on faisait en interne, je pense comme tout le monde, le niveau de satisfaction et de confiance des collaborateurs, des clients, mais on le fait aussi sur les habitants, mais également nos partenaires.
et on essaie de mesurer notre impact sociétal et social aussi également et environnemental. Super, merci beaucoup Patrice. On a débordé d'une minute, mais je crois que ça valait le coup de t'écouter là-dessus. Merci d'avoir répondu et d'avoir eu cet échange depuis la Corse. Moi, depuis Montreuil, comme quoi c'est toute la diversité aussi géographique de la France. Et merci à ceux qui nous ont écoutés. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end. Merci. Bonne fin de journée à tous. Merci. Ben voilà, c'est fini. Tu peux